Salut les gars, ce soir, nous allons sentir la morsure glaciale du vent médiéval sur la peau exposée alors que le soleil se couche bien avant que vous ne soyez prêts à repousser le froid, car avance, vous n'avez pas de veste thermique ni de cheminée automatique. La scène s'ouvre sur un petit village de pierre et d'argile, où des cheminées de fortune crachent une faible fumée et où la lumière orange du crépuscule s'estompe plus vite que vous ne pouvez allumer votre torche en bois. Vous remarquez le premier signe, l'air s'épaissit, de la vapeur sort à chaque respiration, et cette sensation d'aiguille de glace commence à envahir le tissu épais de votre tunique. Vous ne survivriez probablement pas à cela sans apprendre quelques astuces. Mais ce n'est pas grave, c'est juste une histoire au coucher. Alors avant de vous installer, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et profitez-en pour commenter d'où vous entendez cela et à quelle heure il est là-bas. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et embarquons ensemble pour le voyage de ce soir. Vous regardez l'horizon, le soleil, autrefois haut et autoritaire, disparaît désormais derrière des collines teintées de violet. En quelques instants, le ciel se transforme en une affiche de phare d'automne, un ciel clair, des nuages fins et cette promesse scandaleuse qu'il va faire encore plus froid. Historiquement parlant, le petit âge glaciaire a culminé entre le XIVe et le XIXe siècle, provoquant des hivers rigoureux qui ont détruit les récoltes et forcé les agriculteurs à tout repenser, depuis les plantations jusqu'aux moyens de se réchauffer les pieds. Vous sentez le vent lécher les murs de pierre de votre maison. Chaque fissure devient un entonnoir pour le froid, et l'argile entre les briques gémit sous le choc thermique. Le village s'agite comme une fourmilière dérangée, quelqu'un se précipite pour ajuster le loquet en cuir de la porte, un autre marche sur des brindilles pour allumer une braise supplémentaire dans la cheminée commune, et les chiens séchant sous quadrupèdes s'entassent sur les tas de paille dans le coin de la cabane, ronflant comme s'ils étaient dans une station thermale médiévale. Curiosité étrange de la nuit, dans certaines régions, les paysans attachaient des peaux de jeunes animaux aux murs intérieurs pour créer une sorte d'isolation primitive. La fourrure et la peau absorbaient la vapeur chaude, réduisant ainsi la sensation de vent mordant, une méthode qui rappelle une courte pointe en patchwork, mais beaucoup moins confortable que votre couette moderne. Vous entrez dans la maison, où votre famille a répandu de la paille sèche sur le sol. Le lit de fortune est un tas de foin propre, si vous avez de la chance. En général, le foin a déjà été utilisé pour les animaux et il ne reste que la partie la plus humide. Vous essayez de réarranger le chiffon de laine qui sert de recouvert, mais le tissu épais ressemble plus à un set de pommes de terre congelées qu'à quelque chose d'intuitivement confortable. L'oignon opposé est celui où se trouve la cheminée commune. Un brasero dans un bol en fer, entouré de pierre, où tout le bois de chauffage utilisé devient monnaie d'échange. Vous ajoutez 2 brindilles et la braise dégage une flamme vacillante. La chaleur n'atteint que la poitrine et les mains. Les pieds restent un tombeau de glace. Essayez de placer vos chaussures mouillées près des braises. Une excellente idée, jusqu'à ce que la semelle fonde et que vous sentiez une odeur de vieux caoutchouc brûlé. Les historiens débattent encore de la question de savoir si l'utilisation de braseros à l'intérieur des maisons était prédominante chez les paysans ou si elle était plus courante dans les villages urbains. Certains affirment que le risque d'incendie était trop élevé, obligeant la plupart des gens à se résigner au froid nocturne, tandis que d'autres montrent des témoignages de villages entiers laissant des réchauds en fer portables allumés presque sans interruption. Dans un coin, vous préparez votre kit de réchauffement, à bord de porridge chaud, une poignée de flocons d'avoine et du lait caillé qui réchauffe votre abdomen tandis que l'air glacial vous fait vous demander si le prochain repas sera de la soupe ou encore de la soupe. Et la soupe ressemblait aussi à une sorte de soupe à la neige fondue. Rien d'extraordinaire, mais cela fonctionne comme un carburant calorique, plus c'est simple, plus c'est efficace pour maintenir votre corps mode four. Vous enfilez une autre couche, une tunique, une cape doublée, une petite capuche, et vous sentez toujours la nuque pleurer de froid. Une blague médiévale ici, en portant tout ça, vous pouvez à peine lever les bras, mais au moins vous ne mourrez pas de froid debout. Sarcasme enflammé. Et en parlant de couches supplémentaires, il y a un débat académique sur la quantité de couches que les paysans pourraient réellement faire sans perdre la mobilité nécessaire pour ramasser du bois de chauffage ou surveiller le bétail. Certains documents décrivent des couches qui équivalaient à 3 manteaux de laine, mais d'autres disent que c'était le privilège de ceux qui avaient suffisamment de stock et de statut pour donner de la laine à l'église. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans cette chasse au trésor thermique, des voisins apparaissent, chacun traînant une chaise en bois séchée jusqu'à la cheminée. Ils échangent des blagues acerbes sur celui qui ronfle le plus fort et celui qui a apporté du vin, presque chaud. Les rires résonnent, une conspiration contre le froid. Blague légère numéro 2, s'endormir sans petit déjeuner chaud le lendemain était une véritable torture médiévale. Pendant ce temps, le vent frappe les tuiles détachées du toit, produisant à son semblable un dernier soupir. Ses yeux se fixent sur la braise orange, scintillant de manière hypnotique.
Vous souvenez-vous d'un débat plus obscur? La cheminée doit-elle être au centre de la maison pour maximiser la chaleur ou sur le côté pour protéger les murs? La discussion divise encore le consensus académique. Finalement, vous vous installez dans le foin, enroulez votre manteau comme un sarcophage de fortune et ressentez la première extase de chaleur dans votre poitrine. La mosaïque de bois qui craque autour de vous devient une bande sonore de calme forcé. Vous fermez les yeux et, pendant un bref instant, vous oubliez le feu qui peut tout brûler et le vent qui veut vous geler vivant. Vous prenez une grande inspiration et réalisez, même sans doudou ni radiateur électrique, ces premières heures d'obscurité apportent des leçons de survie. À propos de la façon dont chaque centimètre de tissu, chaque étincelle et chaque rire contribuent à maintenir la vie. Et la santé mentale. Vous vous réveillez avec le froid qui vous gratte la peau comme s'il venait de l'intérieur des rochers. Il est temps de déterminer où dormir exactement sans se transformer en glace humaine. Sa maison, si l'on peut appeler cet espace étroit un foyer à 2 ou 3 nids en pierre brute, un toit de chaume mal ajusté et un sol en terre battue. Il n'y a pas d'isolement. Chaque fissure dans le mur est une invitation au vent à entrer et à geler tout ce qui ose exister, les pots en fer, les pots en céramique et, bien sûr, vous. Vous vous levez lentement, enveloppé dans le même long manteau de laine que vous avez porté toute la journée. Il chasse certaines pousses qui ont profité de la chaleur de votre corps pendant la nuit. Il se dirige ensuite vers le lit, une plateforme basse en planche, recouverte d'une natte de paille sèche et d'une couverture rustique qui a été tissée et rapiécée tant de fois qu'elle a perdu sa douceur même de mémoire. Si vous avez de la chance, vous trouverez de la paille supplémentaire emballée sur les côtés comme oreiller de fortune. La chance, bien sûr, n'est pas le poids fort des paysans. Vous poussez la couverture pour la réorganiser, en essayant de combler les espaces entre la paille et les murs froids. La plateforme craque sous son poids, laissant échapper un soupir de bois ancien. Vous ajustez le tapis de paille pour éviter les trous gênants, puis vous appuyez votre dos contre le côté le plus chaud, qui a été récemment touché par le soleil. Mais la chaleur dure quelques secondes avant de couler sur les planches comme l'eau dans une gouttière ouverte. Historiquement parlant, les habitations paysannes médiévales de l'Europe rurale étaient généralement constituées d'une seule pièce, où les gens cuisinaient, mangeaient, travaillaient et dormaient, un véritable appartement multifonctionnel du XIIe siècle. Le feu était maintenu au centre pour fournir de la chaleur, mais il présentait également un danger constant, des flammes incontrôlées pouvaient consumer tout le bâtiment en quelques minutes. Imaginez ce que ce serait d'avoir la chance de dormir dans la grange. Après tout, ce tas de foin géant, diaque infesté de rongeurs et de poussière, retient mieux la chaleur que votre misérable tapis. Certaines familles spécialisées dans l'agriculture stockaient des sets de céréales près de leur lit pour créer une masse thermique, la chaleur s'échappant du corps la nuit était partiellement absorbée par les céréales, réduisant ainsi la sensation de froid. Curiosité marginale, dans certaines régions alpines, les paysans déposaient des cuirs chauffés sur les braises du poêle et les enveloppaient dans un tissu avant de les enterrer sous du foin, créant ainsi un oreiller qui dégageait de la chaleur jusqu'à 3 heures. Mais bien sûr, vous n'êtes pas dans un chalet alpin. Son toit de chaume ne peut supporter les tiers de la pièce. Les risques d'incendie sont équivalents à ceux d'un vampire lors d'une convention sur l'ail. Alors vous faites ce que vous pouvez, remplissez les fissures dans le mur avec de la paille, fermez la porte en bois avec une douche en travers et enroulez un tissu épais autour du cadre en fer de la fenêtre pour bloquer les courants d'air. Tout cela avec l'habileté de quelqu'un qui est ni habitué à improviser. Il vous reste encore une astuce supplémentaire, mettre les poules à l'intérieur. Oui, quad. Lors des nuits plus froides, il était courant que les familles amènent des poulets dans la pièce principale. Les corps chauds des oiseaux, regroupés, créent un microclimat qui peut augmenter la température locale de quelques degrés, suffisamment pour éviter les engelures aux doigts. Oui, vous dormez entouré de gloussements et de plumes, mais au moins l'arrière de votre corps ne sera pas complètement engourdi à l'aube. Les historiens débattent encore pour savoir si cette coutume était répandue parmi les paysans ou si elle était limitée à des communautés plus isolées soumises à d'intenses chutes de neige. Vous regardez le coin de la maison, un coin sombre, des dizaines d'étincelles ont jailli du braseau improvisé. Ce tas de cendres, issu de bois de taille moyenne et de branches sèches, réchauffe le sol pendant des heures. Sa stratégie est simple, aligner des planches détachées à proximité du braseau, créant ainsi une sorte de tapis chauffant qui étend la portée du feu. Vous y posez vos pieds nus, sentez la chaleur monter à travers les semelles et restez immobile assez longtemps pour que le reste de votre corps gèle ensuite. C'est le fameux chaud et froid nocturne. Cependant, cette pratique a un prix. Avec la chaleur concentrée, l'air devient sec et l'humidité diminue. Le matin, votre gorge est sèche, votre peau craque et chaque grain de poussière ressemble à un poignard de glace. Certaines personnes résolvent ce problème en suspendant des récipients d'eau au plafond pour qu'ils s'évaporent lentement et maintiennent l'humidité intérieure. Technique similaire à un humidificateur primitif, mais qui nécessite des remplissages constants d'eau froide.
Vous retournez à votre lit et enfilez une autre couche, une tunique épaisse, un gilet en laine rembourré, une large ceinture pour garder la chaleur dans votre torse et un pantalon doublé si vous en avez, bien sûr. Ensuite, enfilez des chaussettes en laine faites maille, enfin, des bottes doublées de peau d'animaux. Chaque couche fournit de la chaleur, mais réduit votre mobilité à celle d'un nouveau-né T-Rex. Mais se promener en ayant froid n'est pas une option. Vous vous dirigez vers la cheminée pour une dernière gorgée de porridge chaud avant de vous installer. Une lampe à huile de suif scintille à côté de lui, projetant des ombres vacillantes. Vous rapprochez le lit le plus possible, mais sans laisser la couverture atteindre le feu, sinon il se transforme en combustible. Allumer la lampe est un dilemme, lumière signifie chaleur, mais aussi coût du sébum. Plus vous naviguez, plus vite vous tombez en panne de carburant, et comme toute bonne affaire médiévale, le suif est très cher pour les producteurs de pommes de terre. Dernière curiosité, dans certains villages du nord de l'Europe, il existait une tradition de réunir les voisins pour des soirées de coupe. Chaque famille offrait du bois supplémentaire et, en échange, recevait la permission de dormir un peu plus près du foyer commun. Ce système de coopération sociale garantissait que personne ne gèle complètement, mais nécessitait des équipes de garde pour surveiller le feu et empêcher le vol de bois de chauffage. Ce réseau de solidarité prouve que, même dans le froid le plus intense, la sécurité collective était vitale. Installez-vous confortablement, éteignez la lampe car trop de lumière peut également causer des problèmes, comme attirer des insectes et signaler votre maison au cambrioleur et enrouler la couverture jusqu'à votre menton. Le corps ne ressent plus autant de froid. L'équilibre entre la paille, le bois de chauffage, les poulets et les couches de laine créent un microclimat à peine tolérable. Ses yeux s'alourdissent, les fentes n'apparaissant que comme un bruit lointain de vent et de gouttes de glace fondantes. En fermant les yeux, vous réfléchissez, survivre à la nuit froide n'est pas seulement une question d'abri, mais d'ingéniosité collective, d'improvisation et, surtout, d'être prêt à dormir entouré de tout ce qui peut apporter de la chaleur même des poulets et des bottes brûlées. Vous vous appuyez contre le mur froid pendant une seconde et sentez la paille sèche mélangée à la fumée ocre, vous rappelant que pour survivre, il est essentiel de s'allier et de couvrir chaque centimètre de votre corps. Des couches, de la paille et l'odeur de fumée, voici votre nouvel uniforme de nuit. Vous portez une chemise en lin, rugueuse comme une corde, sous une épaisse tunique en laine à sa démange, mais cela n'a pas d'importance. Toute barrière contre le vent vous l'inconfort. Par-dessus la tunique, un gilet matelassé, tissé à partir de la laine de mouton locale, et enfin le manteau le plus épais qu'il ait pu trouver, teint d'un bras si foncé qu'il avale presque la petite lumière de la lampe à suif. En ajustant vos manches, vous vous souvenez d'un fait historique, dans l'Europe médiévale, en particulier au XIIe et XIIIe siècle, s'envelopper dans plusieurs couches était courant non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour se protéger des piqûres d'insectes et des malades en période de peste. Chaque couche a une fonction, isolation, absorption de la transpiration ou simplement barrière contre les prédateurs, les bestioles et les voisins brillants. Vous coupez un morceau de paille supplémentaire à placer entre votre gilet et votre tunique, créant ainsi un matelas de fortune qui retient la chaleur corporelle. La paille, sèche et légèrement parfumée à la honte des céréales, se mêle à l'odeur qui compte de la fumée provenant de la cheminée centrale. L'humidité de votre sueur chaude et l'air froid rencontrent la paille, produisant un murmure de craquement qui, d'une certaine manière, tient compagnie à vos pensées. La paille n'est pas seulement un matériau de remplissage. Il existe une curiosité marginale, dans certaines régions du Nord, les paysans parfumaient leur lit avec des herbes séchées au thym, romarin, branches d'ortie pour éloigner les insectes et, en prime, purifier le sommeil avec des arômes censés éloigner les mauvais esprits. Vous glissez une poignée de thym sous votre gilet, vous demandant si cela éloignera réellement les mouches plus que la forte odeur de laine humide. À mesure que vous vous approchez de la cheminée, chaque couche restreint vos mouvements et vous vous sentez comme un bébé fraîchement emmailloté, protégé, mais complètement à la merci de celui qui vous berce. Le bois chauffe lentement, vous sentez la chaleur se propager à travers le gilet et envahir les entrailles de votre corps, mais le manteau supérieur bloque toujours l'air chaud, créant une petite chambre personnelle d'air chaud. La fumée, à son tour, s'échappe par un tuyau improvisé au camp sa marche ou s'accumule au plafond, vous obligeant à éternuer de temps en temps. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les techniques de superposition étaient le résultat d'une tradition culturelle ou d'une pure nécessité économique. Certains documents suggèrent que les couches multiples sont apparues comme une improvisation de paysans pauvres qui utilisaient ce qu'ils avaient sous la main, tandis que d'autres soutiennent qu'il existait une connaissance empirique détaillée sur les tissus qui protégeaient le mieux contre le froid intense. Vous vous demandez à quel groupe vous appartenez, les hommes scientifiques médiévales, les couches de test ou simplement quelqu'un qui porte n'importe quoi pour éviter de se transformer en bloc de glace. Pour compléter le rituel, vous placez un bonnet de laine sur votre tête. On dit que 30% de la chaleur corporelle se perd par la tête et vous enveloppez votre cou d'une épaisse écharpe en lin. Chaque pli de l'écharpe sert votre gorge, mais vous maintient à vie.
Vous sentez le tissu chaud toucher votre peau et imaginez que cette prise est l'histoire elle-même qui palpite, des générations de paysans faisant la même chose, nuit après nuit. Vous faites un pas titubant vers le coin de la pièce où la paille forme un nid de fortune. Chaque brin de paille gratte votre tunique tandis que vous vous ajustez. C'est le son de la sécurité médiévale. Enroulez la cape autour de votre corps et fixez les bords sous le tapis de paille, créant ainsi une double barrière. Le bruit du bois qui craque résonne alors que vous vous installez et que vos yeux se posent sur la petite flamme qui danse dans la cheminée. L'odeur de fumée envahit vos narines, mêlant des notes de bois brûlé, de laine humide et de paille sèche. Un mélange rappelant le cuir déchiré et le pas trop grillé. Vous prenez une profonde inspiration, laissant l'arôme vous bercer. La fumée, en petite quantité, a même un effet relaxant, presque comme de l'encens à cuire. C'est peut-être simplement votre esprit paresseux qui projette du confort là où il n'y en a pas. Vous regardez le plafond, des bandes de cuir suspendues, utilisées pour boucher les troncs, se balancent lentement, projetant des ombres dansantes. C'est un spectacle hypnotique, un rudiment du cinéma médiéval. On oublie presque le froid pendant un instant. Enfin, vous vérifiez votre large ceinture, où vous avez accroché un petit sac d'herbes aromatiques qu'un prêtre local a béni ou une pratique qui allie foi et pragmatisme. Personne ne sait si la croyance fonctionne. Mais le parfum boisé du sac apporte un sentiment de protection. Et au pire, cela masque l'odeur du cigare en feuilles de maïs que vous avez dû fumer pour rester éveillé pendant votre surveillance. Vous vous allongez, les multiples couches resserrent chaque partie de votre corps, mais assurez-vous que, au moins jusqu'aux premières heures du matin, vous ne sentirez pas le froid traverser chaque centimètre de votre chair. La chaleur emprisonnée dans la paille, la sueur emprisonnée dans vos vêtements et la fumée vigilante travaillent ensemble pour vous garder au chaud. La dernière chose que vous voyez avant de fermer les yeux est le reflet vacillant de la flamme sur le métal de la lanterne de Suif, un rappel que même au milieu de tant d'improvisation, il y a ingéniosité. Et puis vous vous abandonnez au sommeil, protégé par les tissus, de la paille, de la fumée et des traditions anciennes. Vous vous réveillez au son sourd d'une douche qui éclate en braise, suivi d'un léger crépitement qui fait que la maison sonne comme un cœur battant dans le noir. Le bois de chauffage, les braises et le risque constant d'incendie sont les compagnons inséparables des nuits médiévales. Sans la chaleur de ces flammes vacillantes, vous devenez une statue de glace. Mais avec eux, vous courez le risque de voir votre maison réduite en cendres dans quelques minutes. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous remarquez l'environnement qui vous entoure illuminé par la danse orange du braseau à l'intérieur d'un vieux récipient en fer à le célèbre braseau portable, ou brasier, apporté par les morts en Ibérie au début du XIIIe siècle et adopté dans plusieurs villages européens pour la praticité du chauffage sans cheminée. Le récipient est entouré de pierres qui retiennent la chaleur et contribuent à maintenir le sol dans un support thermique agréable, ou presque. De l'autre côté, un tas de branches et de troncs attend patiemment d'être consommés. Vous vous asseyez lentement, en faisant attention à ne pas trop déranger la paille sous vous. La chaleur envahit d'abord la poitrine, remonte le long de la colonne vertébrale, nous rappelant que chaque fissure dans ce contenant pourrait être l'origine d'une tragédie, des flammes qui s'échappent, des étincelles qui atterrissent sur la paille sèche, et un moment d'insouciance qui consume tout ce qui l'entoure. Le bois de chauffage est une monnaie très précieuse, surtout pendant les hivers rigoureux où les arbres deviennent la cible de conflits. Il y a eu des cas où les voisins volaient même des bûches dans les forêts des autres, provoquant des tensions qui ont parfois débouché sur des bagarres ouvertes. Historiquement, les archives indiquent que la grande majorité des habitations rurales n'avaient qu'un seul point de feu fixe ou une cheminée creusée dans le sol ou un braseau dans un bol en argile, et que la consommation de bois de chauffage était si élevée que des communautés entières devaient gérer des zones de reboisement communes pour rester au chaud pendant les mois froids. Le bois de chauffage compensait le manque de vêtements appropriés et de lits de fortune, mais cela exigeait une vigilance constante. Vous ramassez une branche plus épaisse du tas et l'insérez dans le braseau, regardant les flammes se transformer en étincelles avant de se transformer en braise silencieuse. La bûche brûlera de l'extérieur vers l'intérieur, et vous pourrez bientôt placer l'extrémité dans la cheminée de fortune, un trou dans le toit scellé avec de l'argile et des planches pour vous assurer que la majeure partie de la fumée est expulsée. Mais cela n'est pas parfait, les nuits venteuses, la fumée revient, corrodant vos yeux d'une subtile piqûre. On y ajoute un peu de piment, en se rappelant qu'au XVe siècle, il y avait des gens qui portaient une sorte de masque rudimentaire en laine imbibée de vinaigre pour protéger leur visage de la suie d'un fait marginal curieux et quelque peu dérangeant. Alors qu'il ajuste son masque de fortune à un foulard en a autour du nez ou sur le risque quotidien, chaque étincelle est une invitation au désastre. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les communautés paysannes effectuaient des patrouilles nocturnes spécifiques pour, tu réfléchis, vérifier les braserons ou s'ils faisaient simplement confiance aux torchers et aux promesses de protection divine. Certains récits décrivent des groupes familiaux se relayant autour du feu, tandis que d'autres indiquent que beaucoup dormaient simplement et ne se réveillaient qu'à la moindre odeur de brûlé. Vous vous levez prudemment et marchez jusqu'au bord du braseron, tendant la main pour sentir la chaleur qui monte par vagues. Chaque centimètre de plus est une invitation à la complaisance.
à chaque centimètre près, une invitation à se figer. Vous ramassez quelques braises dans un seau en fer, portant des pégants de cuir, une arme indispensable pour quiconque souhaite déplacer des braises sans se brûler douloureusement. Et dans ces macaloses, la notion de responsabilité émerge. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le feu allumé, mais de le garder sous contrôle. Juste derrière vous, le lit de paille sèche vous attend, et vous rassemblez un petit tas de braises à placer en dessous, créant ainsi un oreiller de fortune ou une méthode efficace pour garder votre tête et votre torse au chaud, mais qui nécessite des précautions pour éviter de transformer votre sommeil en cendre fumante. Il est intéressant de noter que dans certains villages allemands, les paysans mélangeaient les herbes unies aux braises, réduisant ainsi le risque de combustion spontanée et libérant un arôme agréable à chaque mouvement de la paille, une stratégie aussi ingénieuse que dangereuse. Vous ratissez les braises et examinez le récipient principal. Les tiers qui l'entourent présentent des fissures et des taches noires, vestiges des hivers précédents et de petits incendies qui auraient pu consumer toute la propriété s'ils n'avaient pas été maîtrisés. Un soupir s'élève, derrière la lueur réconfortante de la flamme se cache le souvenir d'histoires de familles qui ont tout perdu pendant la nuit, réveillées seulement lorsque les flammes ont sauté sur la bande d'argile qui séparait la cheminée du mur. Prenant une profonde inspiration, vous ramassez une autre fine brindille pour alimenter le feu lorsqu'il menace de s'éteindre. Planifiez votre heure de coucher, nourrissez-vous, installez-vous, puis retirez-vous dans le mélange de paille, de poulet et de couches de vêtements. Le cycle de la nuit se répète, aussi vital que la respiration. Vous vous demandez s'il valait mieux dormir quelques heures seulement et retourner au feu dès les premiers signes de froid, ou bien supporter la baisse de température jusqu'à ce que seules les braises maintiennent le cœur de la chaleur, ou une décision qui, selon les chercheurs, variait selon la proximité de la communion sociale. Les villages les plus collaboratifs se relayaient pour monter la garde, tandis que les régions isolées laissaient chaque famille à ses propres moyens. Enfin, vous disposez la dernière bûche, vous vous assurez que la pelle en fer est à côté du lit et vous revenez au lit de paille. Il est assis, l'obscurité enveloppant ses yeux et une chaleur résiduelle dans son dos. Chaque étincelle qui jaillit du brasier nous rappelle qu'à tout moment, une étincelle pour réveiller le Kia. Mais pour l'instant, la chaleur est confortable, suffisante pour repousser le froid et vous donner le sentiment que, même au Moyen Âge, la simple ingéniosité d'un feu bien approvisionné pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Vous vous allongez, ressentez la chaleur dans votre dos et l'odeur du bois brûlé dans vos poumons. Le crépitement résonne dans vos oreilles comme une berceuse tranchante. Et lorsque vos yeux se ferment, vous savez, les braises brûlent aussi dans votre sommeil, gardant vivant le rituel du risque et de la survie qui définit les nuits médiévales. Vous vous réveillez avec la sensation désagréable de la laine sèche qui frôle votre peau jusqu'à vous donner la chair de poule, comme si vous étiez effleuré par une branche d'aubépine. Les vêtements d'hiver médiévaux détestaient le confort, et le maximum que l'on pouvait improviser était de porter plusieurs couches de tissu épais qui, ensemble, pesaient plus qu'un sac de pommes de terre. Sa garde-robe du soir est un spectacle de couches, chemises en lin, tunique en laine grossière, gants bison matelassés, manteau épais, s'il a de la chance, un manteau de fourrure doublé de fourrure. Chaque pièce a une fonction, mais aucune d'entre elles ne flotte avec idée de douceur. Vous vous asseyez sur le lit de paille et essayez d'ajuster les manches de votre robe, mais vous remarquez que le rembourrage en fibres végétales pousse votre corps hors de la tunique. Le gant bison, porté à l'origine sous l'armure, a été incorporé aux vêtements paysans car il offrait une barrière supplémentaire contre les rafales de vent et les piqûres d'insectes. Historiquement, on sait que cette doublure matelassée est apparue entre le XIIIe et le XIVe siècle pour protéger les soldats, mais elle a été rapidement adoptée par les civils moins fortunés lorsque de violents blizzards ont commencé à menacer les récoltes et que le bois de chauffage est devenu rare. Curiosité marginale, dans certaines régions alpines, certains paysans cousaient de petites poches à l'intérieur de leur manteau pour y stocker des tiers chauffés, parfois appelés tiers du sommeil, qui, une fois portés par la chaleur d'un feu, dégageaient de la chaleur pendant des heures, transformant votre veste en un nid froid ambulant. Vous en avez fait l'expérience vous-même hier, lorsqu'un sac de cailloux placé près de votre aine vous a maintenu en vie jusqu'aux premières lueurs du jour. En ajustant le col de votre tunique en lin, vous sentez le poids des couches tirer vos épaules vers le bas. Chaque pli de tissu répète le même thème, survivre au froid, sacrifier la mobilité. Vous vous souvenez de la tunique en laine, de couleur marron foncé, faite de fibres grossiers, rarement teints, qui craque comme une armure à chaque fois que vous respirez profondément. La laine, bien qu'isolante, retient l'humidité. Lorsque la vapeur de votre corps se condense, votre robe devient lourde comme si vous portiez un seau d'eau. Et tu n'as pas de seau d'eau à vider. Vous sautez sur vos pieds, titubant, et vous vous dirigez vers la cheminée. Il est temps de rallumer le feu avant de vous perdre dans l'enchevêtrement des couches. Chaque veste que vous enlevez en révèle une autre, un gilet en peau de chèvre, un gilet en laine plus fine en dessous, un gilet en cuir tanné par-dessus ou un véritable sandwich de vêtements. Interrompre cet empilement est une invitation à se figer avant même de s'en rendre compte.
Vous augmentez donc simplement le feu tout en gardant la veste la plus épaisse sur le dessus, en essayant de préserver la chaleur corporelle emprisonnée là. Historiquement, on sait que l'utilisation de peaux entières à renard, lièvre, voire loup dans certaines régions reculées a été réservée aux nobles en raison du coût élevé et de l'interdiction ecclésiastique d'utiliser des animaux considérés comme nobles. Les paysans avaient recours au patchwork, des morceaux de peau cousus de manière irrégulière, souvent utilisés comme doublure autour du torse et des épaules, évitant les coupes et les fentes élaborées qui nécessitaient une finition soignée. Vous essayez de balancer vos bras pour tester la liberté de mouvement. On a l'impression d'avoir enfilé un costume de poupée articulé, chaque pas fait craquer la laine et le cuir, produisant un son de bois ancien. Et malgré tout cet emballage, il reste encore un peu de ventre exposé lorsque vous vous penchez pour lasser vos bottes doublées. Les bottes, en cuir épais et doublées de crâne de cheval ou de peau de mouton, sont parfaites pour isoler de l'humidité, mais une fois humides, elles deviennent lourdes, froides et insupportables. Et c'est là qu'intervient le débat académique. Les historiens débattent encore de la mesure dans laquelle ces vêtements chose improvisés étaient le produit de connaissances empiriques détaillées sur l'isolation thermique, ou s'ils étaient simplement un mélange désorganisé de tout ce qui était à portée de main. Certains soutiennent que les communautés rurales ont développé des recettes vestimentaires basées sur des générations d'expérience ou une sagesse populaire quasi scientifique, tandis que d'autres soutiennent qu'une grande partie des vêtements étaient le résultat d'une nécessité économique, sans beaucoup de réflexion sur l'efficacité au-delà de l'instinct de porter ce qui était disponible. Vous prenez une profonde inspiration, sentant l'air se condenser à l'intérieur du gilet rembourré. Chaque couche retient l'oxygène et la chaleur. Mais l'humidité ne laisse aucun répit. C'est pourquoi, lors des nuits de forte gelée, des morceaux de cuir ou des manteaux étaient accrochés sur le pas de la porte, non pas pour décorer, mais pour absorber la vapeur. Vous-même y avez accroché une couverture en laine mouillée, la transformant en une éponge géante qui se décompose en gouttelettes dès que quelqu'un ouvre la porte. Vous ajustez la capuche en fourrure, couvrant la nuque exposée. La tête, bien sûr, ne pouvait pas être laissée de côté, perdre de la chaleur par la tête était aussi courant que perdre une bonne nuit de sommeil. La capuche, doublée de fourrure et de laine, épouse votre visage mais protège vos oreilles du vent mordant. Et si, par quelque inattention, le bord de la capuche libère des fils de laine, il forme un mât qui empêche la géométrie du froid de trouver des écailles à envahir. Pendant ce temps, vous ressentez un léger frisson dans votre mollet. Le pantalon, fait de tissu épais et doublé à l'intérieur de feutres de laine, est censé garder vos jambes au chaud, mais l'humidité provenant du sol translucide s'infiltre et le feutre agit comme une éponge, retenant l'eau et réduisant leur efficacité. Vous vous souvenez avoir vu des voisins ouvrir le bas de leur pantalon pour créer des ouvertures permettant à l'air de circuler vers un sacrilège par rapport à l'objectif initial, mais un stratagème contre la moisissure et l'humidité excessive. La nuit progresse et on remarque que les couches, diacopressantes, créent une sorte de cocon protecteur. Chaque pièce vous isole des cercles glacés qui se forment autour de la cheminée. Vous apprenez alors que l'inconfort durable faisait partie du jeu, moins de confort signifiait moins de chances de se transformer en un bloc de glace ambulant. Vous fermez les yeux un instant, sentant l'épaisse cape se resserrer autour de votre poitrine mais gardant votre torse au chaud. Avant d'aller au lit, on enfile la dernière couche, la couche la plus extérieure, imperméable avec un dérivé de cire ou enduite de graisse animale, qui repousse l'humidité. C'est cette pièce que vous évitez de porter à l'intérieur, mais qui, une fois portée, donne l'impression que tout votre corps est recouvert d'un bouclier huileux. Ces tous produits sont semblables à celui d'un cuir qui travaille dur et vous rappelle la nécessité de trouver un équilibre entre rester au sec et ne pas trop sécher. Vous glissez sur le lit de la veste de paille, sentant le tissu rideau gratter chaque pli des couches. C'est inconfortable, irritant et pourtant réconfortant un paradoxe médiéval que seuls ceux qui ont été confrontés à un froid extrême comprennent. En vous installant, vous remarquez le poids accumulé des pièces. Ensemble, elles devaient peser plus de 10 kilos. Mais le poids, d'une certaine manière, est bon, il le maintient enraciné, empêchant les vents forts de le déplacer ou de le renverser. Et donc, habillé comme une armée ambulante en patchwork, vous fermez les yeux. L'inconfort de vos vêtements se dissout dans la fatigue, et pendant un instant, vous sentez à peine le tissu craquer lorsque vous bougez. Chaque fibre, chaque parcelle et chaque goutte de sueur emprisonnée dans les fibres contribue à créer une chaleur interne, une chaleur moite, lourde et chargée d'histoire. Pensez-vous qu'après avoir porté plusieurs couches, attisé le feu et entouré le lit de paille de poulet chaud, vous pourrez enfin dormir en paix? Réfléchissez à 2 fois. Au Moyen-Âge, le corps se reposait même, mais la vigilance ne prenait jamais de vacances. Leur sommeil est divisé en quarts de garde, improvisé, un œil fermé, l'autre à moitié ouvert, prêt à réagir au moindre signe de danger ou à un silence absolu trop long. La première s'écoule avec de doux gémissements à vos côtés, un voisin marmonne dans un rêve, un autre change de position avec un craquement d'os. Chaque bruit semble amplifié par l'obscurité. Vous êtes allongé sur le côté,
posant votre tête sur l'oreiller de paille tapissé de braise chaude en dessous, mais vous ne pouvez pas vous détendre complètement. Le cerf piégé à l'intérieur de vous palpite, vous rappelant que la vie dans ce monde de pierre et de glace exige une attention constante. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les paysans observaient réellement des horaires de sommeil rigides ou si le fait de se réveiller plusieurs fois était un effet naturel du monde d'éclairage artificiel. Les chroniques rurales mentionnent le premier sommeil et le second sommeil, une période de veille au milieu de la nuit pour prier, accomplir des tâches urgentes ou même discuter avec les voisins au coin du feu, mais la pratique variait selon la saison et la pression du froid. Vous ouvrez les yeux tandis que la brise froide envahit la fissure à côté de vous. C'est le signe qu'une planche s'est légèrement détachée du mur. Vous ne l'ignorez pas, vous soulevez le coffre, vérifiez le manteau et repoussez la planche avec un gant de cuir épais. Chaque espace isole une partie du vent, mais cela coûterait également des heures de paille supplémentaires. Pourtant, vous préférez l'effort plutôt que de risquer que le froid prenne le dessus. Une sieste de 10 minutes, voire moins, est tout ce que vous aurez. Le tintement d'une chaîne de porte résonne dans le couloir. C'est peut-être un voleur de bois de chauffage à la recherche de branches restantes. C'est peut-être un parent qui a oublié de fermer la porte de la grange. Vous vous levez, glissez hors du lit, maladroitement à travers les couches, vous titubez jusqu'au brasero. Une clôture entière conserve suffisamment de chaleur pour garder vos mains au chaud pendant que vous vérifiez les planches du plancher à la recherche de marques de griffures qui pourraient indiquer la présence de rats affamés. Curiosité marginale, dans les villages sujets à de fréquentes invasions animales, certains paysans gardaient des filets de corde attachés au plafond ou des pièges improvisés pour capturer les rongeurs qui, une fois activés, pendaient à quelques centimètres du sol, avertissant par des craquements qui concousaient les traversées dans l'obscurité. Il s'agit d'une alarme de mouvement médiévale, sans besoin d'électricité. Double alerte, le silence absolu, contrairement au bruit constant, cache souvent des dangers. Vous sentez le poids d'un second sommeil arriver, mais le froid de la pièce vous ramène à la responsabilité. La science moderne peut appeler cela un sommeil fragmenté, mais pour vous, c'est un instinct de survie, le corps est fatigué, l'esprit alerte. La brise brise dehors, et vous vous souvenez du conseil d'un vieux voisin, ne prévoyez jamais de dormir toute la nuit. Réveillez-vous, priez, bougez un peu et faites circuler votre sang. Elle jurait que le sommeil divisé protégeait contre les cauchemars et les attaques nocturnes des voleurs ou des animaux de proie. Les cauchemars étaient considérés comme des pièges venus de l'au-delà, et surveiller faisait partie de l'hygiène spirituelle. Vous tendez la main dans un mouvement retenu et caressez le manche froid de la pelle en fer, posée à côté du lit. C'est un rappel que si une étincelle se produit, vous pouvez intervenir rapidement. Mais c'est aussi une arme improvisée au cas où quelqu'un humain ou bête envahirait. Cette poignée de métal et de bois vaut autant qu'une prière nocturne, comme l'ont historiquement rapporté les prêtres et les chroniques locales, soulignant que l'autodéfense était exercée par le même outil qui s'occupait du feu. Alors que vous reprenez votre souffle, vous remarquez le bruit de pas doux sur le plancher à l'étage. Logement ou salle de fête? Difficile à dire. Il s'agit peut-être d'un domestique qui veille sur la réserve de bière, soigneusement stockée près de la cheminée pour éviter qu'elle ne gèle complètement. Les réserves d'alcool étaient précieuses, bière légère ou hydromel, tous deux considérés comme plus sûrs que l'eau, et une source supplémentaire de chaleur interne s'ils étaient consommés avec modération. L'humour sarcastique surgit, dormir dans ce village, c'est presque comme participer à une patrouille nocturne éternelle. Blague légère numéro 3. Mais ce n'est pas seulement de l'humour, chaque minute d'éveil est une chance de prévenir les catastrophes. Imaginez à quoi ressemblerait une alarme humaine, chaque corps étant un capteur d'intrusion. Tout le village fonctionnait comme un organisme collectif, se relayant sans réveiller tout le monde en même temps, pour éviter les lanternes clignotantes et les tas de bois jetés sur le feu. Vous vous asseyez, prenez le reste de la bouillie du kit de réchauffement et sirotez le liquide chaud. C'est une petite gorgée qui enflamme l'ésophage en guise d'avertissement, boire vous donne chaud, mais vous ralentit. Vous devez ranger le pot et vous installer pour quelques minutes supplémentaires de surveillance. Chaque gorgée vous rend plus susceptible de vous endormir, mais plus chaud, un dilemme médiéval digne d'un débat universitaire, la consommation de porridge le soir est-elle une stratégie nutritive ou une invitation à dormir profondément au pire moment possible? Les historiens s'interrogent encore sur l'équilibre idéal entre l'état de veille et l'alimentation nocturne. Puis vous vous élevez au rythme d'un tambour qui vous fait trembler les os. Regardez la lampe à suif, elle a encore du combustible pour une demi-heure. Décider de brûler la dernière goutte ou de la garder pour l'aube, c'est comme choisir entre la chaleur immédiate et la clarté visuelle future. Vous éteignez la lampe, plongeant la pièce dans une obscurité quasi totale. Les yeux, désormais adaptés, perçoivent le contour du mensonge, la paille, le brasier, les murs glacés. Le silence reprend le dessus. La prochaine veillée sera brève. Vous retournez au lit, ajustez l'oreiller de paille et allongez votre corps fatigué, sachant que la somnolence est inévitable.
D'abord, un sommeil léger, prêt à être interrompu au moindre craquement. Puis quelque chose de plus profond, mais jamais ininterrompu. Jusqu'à ce que le coq chante pour annoncer la fin du quart de travail. Et même lorsque les premiers signes de l'aube apparaîtront, vous serez préparé, habillé de plusieurs couches, protégé par le feu et prêt à affronter une autre journée de travail. En fermant les yeux pour la troisième fois, vous vous murmurez, dormir comme ça, ce n'est pas seulement se reposer, c'est rester alerte jusqu'au lever du soleil. Alors votre corps s'abandonne à un sommeil fragmenté, avec un pied dans chaque monde, celui des rêves incertains et celui de l'éveil éternel. Vous sentez tout votre corps se réchauffer, mais vous réalisez bientôt que la chaleur ne vient pas seulement des lances à feu et des couches de laine, elle vient des gens. Dormir dans une couverture, 5 personnes, est la norme lorsque le froid menace d'être plus mortel que la faim. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, attentif, non pas au bruit, mais à la proximité du corps blotti autour de vous. Un bras croise sa poitrine. Les jambes d'un voisin s'en mêlent avec les vôtres. Vous respirez le parfum chaud de la fourrure, du souffle et du bois brûlé. Dans l'obscurité, chaque centimètre de tissu compte. L'épaisse couverture, tissée par les mains ridées de sa grand-mère, est transmise de famille en famille tandis que la neige recouvre le sol. Il recouvre 5 corps mais, miraculeusement, ils tiennent tous, la chaleur collective transforme le tissu en une gare bondée d'où personne ne veut sortir. Le but n'est pas le confort sentimental, mais la survie pratique. Historiquement, les archives des villages scandinaves décrivent des familles entières blotties sous des couvertures communes pour endurer des hivers de 2 mètres de neige. Chaque souffle et chaque battement de cœur contribuaient à maintenir en chaud cette masse vivante de textiles. Vous sentez le corps de votre bébé appuyé contre votre côté. Son poids apporte une chaleur immédiate, mais l'empêche de se retourner. S'il tente de s'adapter, il se cogne contre la jambe de sa femme, qui rêve de bois de chauffage. Fraîchement coupé. C'est un délai de collision involontaire, un rituel nocturne de coexistence forcée. À chaque mouvement, la couverture craque légèrement, gémissant comme un animal de bâtiment, nous rappelant qu'une seule déchirure ici pourrait exposer tout le monde au froid extérieur. En gardant votre respiration régulière, vous vous souvenez de la coutume de positionner vos têtes dans des directions opposées, couvrant le cou d'une personne avec le pied de l'autre, créant une mosaïque corporelle qui maximisait la chaleur mais nécessitait une confiance totale entre les dormeurs. Faire confiance à 5 personnes pour maintenir son corps immobile était un test de solidarité, bouger le moins possible, mais sans s'arrêter pour respirer profondément. Curiosité marginale, dans certaines régions d'Europe de l'Est, on utilisait des sacs de paille individuels remplis d'herbes chauffées à l'intérieur de fragments de poterie. Chaque personne avait le sien, vissé sous la couverture commune pour fournir une chaleur supplémentaire en pied ou une sorte de version médiévale d'une couverture électrique. Vous sentez votre sac reposer contre votre cheville, libérant une chaleur humide qui contraste avec les tissus glacés des couches extérieures. Mais il y a des risques, l'humidité corporelle combinée à la vapeur chaude crée de l'humidité sous le tissu, ce qui peut provoquer des frissons soudains lorsque la masse se réchauffe et que l'isolation cesse. C'est pourquoi certains paysans séchaient rapidement la couverture le matin sur des piquets en bois, la retournant pour qu'elle sèche des 2 côtés avant qu'une autre journée de travail ne commence. Vous avez déjà participé à cette aube humide, secouant le tissu comme si vous chassiez les fantômes dessous le lit. Vous plissez les yeux et essayez d'imaginer le froid extérieur, mais la chaleur humaine est si intense qu'elle semble protéger non seulement le corps, mais aussi l'âme. Chaque soupir mêlé crée une boussole de sécurité, si l'un se réveille, tout le monde se réveille, activant une symphonie de vigilance collective. Personne ne dort trop profondément. Tout le monde sait que le confort partagé peut être brisé par un seul soupir maladroit. Le débat académique tourne autour de la façon dont cette intimité extrême a non seulement empêché l'hypothermie mais a également renforcé les liens communautaires, créant une culture de défense mutuelle où garder la couverture intacte était aussi important que d'entretenir le feu. Vous sentez le poids de ces traditions sur vos épaules et dans vos muscles alors que vous essayez de trouver une position qui ne nuira pas à la chaleur de qui que ce soit. Au fond, vous comprenez, dans des nuits comme celle-ci, la couverture n'est pas seulement un tissu épais. C'est un pacte de survie. C'est le village lui-même qui se tient ensemble, respirant comme un seul corps sous un ciel qui ferait exploser le thermomètre s'il existait. C'est la chaleur qui ne s'achète pas au supermarché, mais qui se construit à chaque mouvement du corps, à chaque soupir secret et à chaque instant de silence confortable. Quand le froid semble vouloir percer le tissu collectif, vous tirez un peu plus la couverture, rapprochant votre visage de la chaleur partagée. Et pendant un instant, vous oubliez que vous êtes éveillé, non pas parce que vous avez dormi profondément, mais parce que vous vous êtes autorisé à faire confiance. Et ainsi, entre les corps et la chaleur humaine, on se repose suffisamment pour se réveiller vivant. Vous vous réveillez avec votre estomac qui murmure des plaintes silencieuses, si basses qu'elles ressemblent à un murmure de vent entre les tuiles.
Il est temps de se tourner vers les bouillons, bouillies et boissons, presque chaudes, véritable arsenal liquide de survie des paysans médiévaux. Vous soulevez lentement votre torse, sentant la croûte de paille pressée contre votre dos, et vous vous dirigez vers la seule source de chaleur restante, un chaudron suspendu au-dessus du brasier encore fumant. Vous goûtez la bouillie ou une bouillie épaisse à base d'orge ou d'avoine, cuite dans de l'eau salée, si vous avez de la chance, un peu de lait caillé. Le goût est simple. Ce n'est pas de la confiserie, c'est du carburant. Mais la chaleur qui monte dans votre œsophage et se propage dans votre poitrine en vaut la peine. Historiquement, on sait que l'orge était la céréale la plus accessible aux classes inférieures de l'Europe médiévale, car elle résistait mieux au froid et aux jours liquides décimels au blé et au seigle. Pendant que vous marchez lentement, en vous souvenant de chaque vertige glacé auquel vous avez été confronté, Avoisa s'idélise un pot en terre cuite, soupe de racines et d'herbe. Vous portez le pot à vos lèvres et sentez l'arôme terreux du navet, de la carotte rustique et d'une poignée de persil séché au soleil. La texture est aqueuse, presque aqueuse, mais elle agit pour inciter le corps à travailler, la digestion active génère de la chaleur interne. Vous soupirez, la soupe peut ressembler à de l'eau sale, mais aujourd'hui c'est votre élixir de chaleur. Fait amusant, dans certaines régions côtières, les paysans ajoutaient de petites quantités de poissons séchés au point d'avoir le goût de galet, à leur soupe pour reconstituer le sel et les protéines. Le problème était que le poisson durci demandait tellement d'efforts de mastication que beaucoup préféraient renoncer aux protéines en échange de parassis et d'une gorgée de bière supplémentaire. Vous laissez le pot en argile sur une tire chaude pour maintenir la température et vous le remettez dans le plus grand chaudron, où il prépare de l'eau avec de l'orge bouillie. Oui, la bière du matin. C'est une boisson trouble, avec une faible teneur en alcool de 1 à 2%, mais elle réchauffe mieux que l'eau pure. En buvant, vous ressentez une légère douceur au fond de la gorge, due à la libération de sucre par l'orge lors de l'ébullition. C'est un aliment liquide, un médicament et un carburant énergétique. Débat académique, les historiens se demandent si ces pratiques matinales de boire de la bière étaient principalement une stratégie contre le manque d'eau fraîche puisque faire bouillir l'orge tuait les bactéries ou si elle comportait également une composante culturelle de célébration quotidienne, vous connectant aux traditions communautaires de partage de tasses fumantes à l'aude. Vous prenez une tasse en état, mais vous hésitez en vous rappelant le goût métallique que ces plats donnent souvent aux boissons chaudes. Prenez quand même une gorgée. Le liquide devient chaud et, pendant un instant, efface toute trace de froid dans votre corps. Vous ressentez de la chaleur, une chaleur intense, comme une couverture liquide remplissant vos artères. Tandis que vous regardez la vapeur se dissiper, vous pensez au thé d'ortie qu'un guérisseur vous a offert l'autre jour. Des orties séchées, bouillies avec une poignée de miel clair, produisaient un liquide vert foncé qui brûlait légèrement la langue. Il était recommandé de purifier le sang et de prévenir les fièvres. Vous ne parvenez toujours pas à déchiffrer s'il s'agit d'une guérison ou d'une punition divine, mais vous admettez que la saveur est assez distrait du froid misérable à l'intérieur. Vous prenez un morceau de pain dur et le trempez dans le bouillon d'orge, en regardant comment il absorbe le liquide et devient souple. C'est la seule façon de manger du pain qui ne met pas en danger l'intégrité de vos dents. La bouillie molle et le bouillon amer travaillent ensemble pour avoir le déjeuner et le dîner dans un seul geste continu. Dans un coin, un voisin improvise une tasse en bois avec un trou recouvert d'un morceau de pois durci. Il tourne le bouchon et verse une gorgée d'hydromel clair, un état fermenté de miel et d'eau qui, bien que sucré, vous réchauffe rapidement grâce à ses 5% d'alcool. Vous vous approchez, lorsque vous prenez la tasse, vous sentez la chaleur ainsi que le froid intense qui s'échappe par les manches de votre tunique. C'est une trêve brève mais puissante. Vous vous souvenez d'un festival d'hiver il y a quelques mois, lorsqu'un moine distribuait de l'hydromel aux villageois affamés. La douceur était si rare que la foule pleurait presque. Cet acte de charité a suscité un buzz sur l'importance des boissons fermentées comme soutien nutritionnel en période de pénurie. Maintenant, de tasse en tasse, vous sentez votre corps réagir, les couches de laine deviennent moins lourdes, le brasero semble cracher plus de chaleur et même la paille sur le lit semble un peu moins froide. Mais tu sais que ça ne dure pas éternellement. Lorsque la dernière goutte de liquide disparaîtra, le froid reviendra avec une force redoublée. C'est pourquoi vous buvez par petites gorgées, économisant ainsi du carburant, qu'il s'agisse d'eau d'hier, d'hydromel ou de porridge. Vous passez à votre kit de nuit, de boissons chaudes, un petit sachet de flocons d'avoine, une poignée d'herbes séchées, thym, citron, un pot de menthe et un morceau de gingembre, une épice rare apportée que votre oncle, le marchand, a obtenue à un prix élevé. Vous stockez le tout dans un pot en argile à côté du brasero, garantissant que la chaleur libère lentement les huiles aromatiques et garde l'air de la pièce moins oppressant. C'est un parfum de survie. Enfin, vous remplissez une autre tasse de porridge clair et la ramenez au lit commun. Les corps met les bouges légèrement à leur retour. Vous prenez une gorgée, fermez les yeux et laissez la chaleur du liquide se propager jusqu'au bout de vos orteils.
Chaque respiration libère de la vapeur et chaque bouffée garde la couverture partagée plus chaude pendant quelques minutes supplémentaires. Vous vous murmurez, bouillon, porridge et bière chaude, les trois clés d'un hiver médiéval. Il n'y a pas de luxe, mais il y a de l'ingéniosité. Et quand la dernière goutte est partie, vous savez que vous devrez recommencer au milieu de la nuit, car, au fond, le véritable combat contre le froid se fait par gorgée, par cuillerée et par tasse fumante. Vous vous réveillez en sentant un poids collectif sur votre corps, comme si vous étiez écrasé par une couverture vivante, 5 personnes, 5 respirations laborieuses, 5 sources de chaleur essayant de vous garder au chaud. Dormir, une couverture, 5 personnes, et la plus ancienne tactique de guerre contre le froid mordant, ne jamais faire confiance au chauffage électrique, faire confiance à la chair de son voisin. L'obscurité devient moins menaçante lorsqu'elle est divisée, et le tissu épais qui vous recouvre ressemble à un navire sur le point de couler à cause d'un trop grand nombre de passagers, mais bon, au moins personne ne gêne au poignet. Vous sentez le bras de quelqu'un glisser autour de votre taille, peut-être celui de votre petit frère qui ronfle comme un cochon satisfait d'un festin de blanc. À chaque soupir collectif, la couverture gonfle comme une vague de laine. Vous devez adapter votre corps, mais chaque mouvement est un jeu d'échecs vivant, heurter la jambe d'une personne, renverser le pot de porridge d'une autre personne, réveiller 3 personnes. La survie sociale ici est aussi importante que de ne pas se transformer en glace. Historiquement, on sait que dans les villages froids de Scandinavie et des Alpes, des familles entières, parfois même des voisins multigénérationnels, se réunissaient dans un même espace pour dormir, partageant ainsi la chaleur corporelle et réduisant considérablement le risque d'hypothermie. Cette pratique pouvait réunir jusqu'à 10 personnes sous une seule épaisse couverture de laine, renforçant l'idée que, dans l'hiver médiéval, l'isolement était un ennemi mortel. Vous prenez une grande inspiration, sentant dans votre poitrine la honte mêlée de sueur, de laine humide. D'une légère pointe d'ail. Quelqu'un a mentionné que placer les gousses d'ail dans les coins du tissu aidait à repousser les rats affamés et comportait un soupçon de rituel protecteur. En marge de la société, certains croyaient que l'ail non seulement éloignait les rongeurs, mais préservait également, l'âme chaleureuse, de chaque dormeur, un mélange de superstition culinaire et de magie emballée. Les corps forment une mosaïque humaine, la tête d'une personne sur le pied d'une autre, une épaule qui forme un lit pour le genou suivant, un talon posé sur le manteau du voisin. Vous essayez de glisser votre bras sous la couverture, mais il se coince dans une tour de laine lâche et se plaque contre votre peau. La confusion textile crée des réflexes, chaque pli devient un obstacle et chaque pli est une petite chaleur supplémentaire. La cruelle logique du froid, le confort absolu n'existe pas, seulement des taches de chaleur mal réparties. Un voisin m'amène quelque chose dans un rêve. Peut-être qu'il demande plus de couverture. Peut-être que tu te plains de la boîte à lunch en orge que tu as laissée dans un coin. Vous décidez de faire semblant de dormir, mais vous n'éteignez pas votre cerveau. La surveillance sociale nécessite que chacun connaisse les habitudes respiratoires des autres pour remarquer qui se réveille dans le noir, un système d'alarme biologique sans fil, sans pile et dont les performances ne sont pas garanties. Historiquement, les archives montrent que les bords de la couverture, souvent renforcés par des bandes de cuir, étaient cousus avec des points épais pour éviter les déchirures lors de ces veillées funèbres, lorsque quelqu'un devait sortir pour mettre du bois de chauffage dans le braseron ou faire face à la porte qui grinçait. Ce renfort en cuir servait également à contenir de petits sachets d'herbes rétrécives sauges, lavande, branches d'eucalyptus ou accrochées dans les coins, créant un microclimat aromatique censé atténuer le stress thermique et l'anxiété d'entrer dans le nid collectif chaque nuit. Vous sentez un coude appuyé sur vos côtes. C'est un signe que quelqu'un a probablement fait un cauchemar sur les loups. Les paysans, privés d'électricité, voyaient des ombres sur le mur et croyaient que les cris lointains étaient ceux d'une meute de loups en maraude. Les cauchemars étaient considérés comme des avertissements de l'au-delà, et certains suggéraient d'échanger les places sur la couverture pour conjurer le froid spirituel, une croyance dont les universitaires débattent aujourd'hui pour savoir si elle était authentique ou simplement pratique face aux nuits blanches partagées. Vous essayez de rester immobile, mais le glissement est inévitable, votre pied rencontre le visage de quelqu'un, et une légère poussée provoque un gémissement collectif, comme un cœur désaccordé. Désolé, murmurer dans le noir est un contrat de paix temporaire. La solidarité ici est blessée et guérie à chaque faux pas dans l'ombre. Au centre de la couverture, la chaleur est intense, 5 corps générant la thermodynamique humaine. Sur le pourtour, le froid mord encore. Les extrémités aux mains, pieds, bouts d'oreilles sont sacrifiés sur l'autel de la coalition thermique. Vous enroulez vos pieds dans l'oreille de la couverture, comme un bébé enveloppé dans une couverture, essayant de ne pas glisser hors du cercle sacré. Curieux à la marge, dans certaines régions de haute altitude, les paysans plaçaient des feuilles d'ortie séchées en couches alternées à l'intérieur de leur couverture, affirmant que le léger piquant les réchauffait grâce à une réaction allergique contrôlée. Des preuves archéologiques trouvées dans des voûtes glaciaires suggèrent que cette technique était réelle, bien que son effet thermique fasse encore l'objet d'études expérimentales. Pendant ce temps,
Un adolescent tire la couverture sur lui, pas trop serré, juste assez pour lui voler un peu de chaleur. Il s'agit d'un jeu de pouvoir subtil, protéger son propre tronc sans déstabiliser l'ensemble de la masse textile. Vous tournez votre corps, ajustez la carte sur son bras et, d'une voix basse et sarcastique, murmurez, à moins que vous ne vouliez partager ma gueule de bois dans le froid de l'aube, rendez-moi ma chaleur. Le silence ne renvoie qu'un petit soupir. Vous souvenez-vous du débat académique sur la vie privée par rapport à la coopération? Dans quelle mesure le partage de couverture a-t-il renforcé les liens communautaires ou généré des tensions diurnes en raison de l'invasion thermique? Certains historiens affirment que cette intimité forcée a créé des souvenirs de confiance collective, tandis que d'autres suggèrent qu'elle a favorisé le ressentiment et les conflits autour de l'espace du lit. La nuit avance et vous sentez enfin le sommeil vous entraîner dans un état d'éveil mixte, à moitié alerte, à moitié abandonné. La chaleur humaine transforme chaque point de contact en une garantie de survie, mais il n'y a pas d'obscurité si totale que le froid ne puisse vous rappeler, de temps à autre, qu'il est là, beau, attendant la moindre négligence. Lorsque le coq chante pour la première fois, le cycle du réveil et du souvenir du froid recommence. Mais pour l'instant, vous fermez les yeux dans une paix résignée, entouré de corps aussi ridicules qu'essentiels pour maintenir votre température corporelle au-dessus de zéro. Vous vous réveillez avec un léger frisson qui vous parcourt le dos, comme si le froid avait décidé de se matérialiser en vous. Tomber malade est facile, le guérir l'est moins. Au Moyen-Âge, une simple toux nocturne pouvait se transformer en pneumonie fulminante, et les archives des monastères montrent que la mortalité due aux maladies respiratoires doublait pendant l'hiver rigoureux. Votre corps ressemble à un champ de bataille, gorge irritée, nez bouché et une sensation de lourdeur chaude dans la poitrine qui précède une fièvre. Chaque respiration est un voyage à travers des tunnels de mercure, où l'air glacial gratte les membranes comme du papier de verre primitif. Vous vous asseyez, enveloppez votre torse dans le manteau le plus épais et cherchez la graisse de porc et la pommade au poivre que le guérisseur a laissé près de la cheminée. Appliquez-la avec vos doigts, en étalant le mélange huileux sur votre poitrine. La forte odeur de poivre contraste avec la suie qui flotte dans l'air, créant un nuage tactile qui soulage, même si ce n'est que pour un instant, la sensation de tiraillement. Entre-temps, vous vous souvenez d'un fait historique, l'hiver 1315, qui faisait partie de la grande famine en Europe, a aggravé les épidémies de typhus et de pneumonie dans les villages paysans, dont le système immunitaire était déjà affaibli par la malnutrition. Votre estomac se noue lorsque vous vous souvenez de la soupe claire que vous avez mangée hier, le peu d'énergie qui vous restait maintenant ne faisait que nourrir les microbes indésirables. Curiosité marginale, certains paysans croyaient qu'envelopper le corps dans la peau de mouton fraîchement sacrifié aidait à supprimer le froid interne et à expulser la fièvre. Cette pratique était considérée comme presque rituelle, un pacte silencieux entre le patient et l'animal qui, croyait-on, transférait une partie de la chaleur vitale au corps humain. Vous vous souvenez de vous être enveloppé dans une fourrure humide de sueur, sentant chaque mèche froide couper votre peau fiévreuse. Maintenant, le dilemme, chercher la tente du barbier chirurgien ou faire confiance aux remèdes maison. Les chirurgiens du village utilisaient des sangsues même pour les fortes fièvres, croyant que la purification du sang expulsait le mal. Vous hésitez à exposer votre jugulaire à des créatures affamées, le simple contact de la lame émoussée de la sangsue suffit à faire accélérer votre pouls. Le débat académique fait toujours rage sur la mesure dans laquelle ces traitements scientifiques, basés sur les 4 humeurs, ont réellement aggravé ou, dans de rares cas, atténué les symptômes chez les patients Lyon, car les preuves pratiques sont rares et souvent anecdotiques. Au fur et à mesure que vous vous décidez, vous remarquez que la toux sèche se transforme en mucosité chaude, signe que la fièvre est montée. La cheminée semble lointaine, la chaleur ne pénètre pas votre peau glacée. Vous prenez un petit bol, le remplissez d'eau tiède de la marmite à soupe et y mélangez une poignée de morue séchée, recommandée par les manuscrits grecs anciens traduits dans les monastères. La vapeur monte en 2 nuages blancs, et vous inclinez votre visage pour inspirer, sentant vos muqueuses se détendre pendant quelques secondes. Chaque gorgée de ce thé épais apporte un réconfort acidulé et astringent, laissant un léger résidu sur la langue comme un rappel que même la cure comportait un soupçon d'inconfort. Vous le sirotez lentement, savourant le mélange d'eau terre, d'herbe et d'un soupçon de miel sucré, le seul luxe encore autorisé en hiver. Quand la fièvre frappe, les couvertures ressemblent à une étreinte de fer. Vous pensez à boire un pot d'hydromel clair pour réchauffer le sang, une pratique courante chez les paysans qui savaient que l'alcool, à dose modeste, agissait comme un vasodilatateur et générait une expansion chaude dans les veines. Pourtant, il hésite, la peur de perdre le contrôle et de sombrer dans le délire est réelle. Vous souvenez-vous du conseil d'un moine, placer le patient dans un jeûne léger et laisser la soif guider le corps vers l'hydratation. La rigidité de cette règle confine à la cruauté, mais en l'absence d'antibiotiques, chaque pratique a été étudiée empiriquement. Aujourd'hui encore, les historiens se demandent si ces directives religieuses et médicales ont retardé ou favorisé la guérison, car le manque de nutriments a prolongé l'état fiévreux. La nuit avancée, même si vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à dormir.
Le corps en sueur est parcouru de frissons incessants. Vous voulez récompenser chaque goutte de sueur avec une couverture supplémentaire, mais l'espace commun est plat et le froid extérieur insiste pour s'échapper par chaque fissure. À chaque mouvement, la toux revient sous forme de râle qui semble annoncer le pire. Vous soulevez le coffret, avec précaution, avec des gants de cuir épais, allumez la petite lampe à suif. La lumière vacillante révèle son visage pâle, son front rougeoyant de fièvre, ses paupières gonflées. Pendant un bref instant, la réflexion vous fait sentir étranger dans votre propre corps, un corps qui, pourtant, résiste. Il décida alors de prendre une décision, déléguer au barbier-chirurgien l'application d'un cataplasme de moutarde et d'avoine sur la poitrine, une pratique que beaucoup considéraient comme nocive car elle provoquait des ampoules, mais dont d'autres juraient qu'elle soulageait les douleurs thoraciques. Le choix est amer, mais vous savez que l'inaction représente un risque encore plus grand. En attendant d'être attaché à la table de fortune du chirurgien, il ferme les yeux et tente de savourer la chaleur résiduelle du thé à la mauve. La toux s'apaise un instant, et vous vous autorisez un bref soupir de soulagement à l'espoir de ne pas succomber au froid intérieur, de ne pas devenir une autre statistique dans les archives du monastère. Et même dans votre état fiévreux, vous comprenez, survivre aux maladies hivernales n'était pas seulement une question de médecine, mais de courage d'accepter une douleur marginale en échange d'une chance de se réveiller vivant. Vous vous réveillez dans un matin gris où la neige fond en gouttes régulières, créant des flaques de boue qui se répandent sur les sols en terre battue. L'hiver rigoureux s'éloigne enfin. Mais tout ne s'arrête pas lorsque le froid relâche son emprise. Que faire quand l'hiver gagne? Il faut d'abord dégager le chemin, pelle, ou et cordes oubliées dans la grange deviennent vos armes contre la boue et la glace fondante. Si vous n'ouvrez pas la voie à la lumière, le faible soleil de février atteint à peine l'intérieur de la cabine. Historiquement, on sait que pendant la grande famine de 1315, de nombreux villages européens ont été confrontés non seulement à une pénurie de bois de chauffage, mais aussi à l'impossibilité de travailler la terre jusqu'à ce que le sol soit complètement dégelé, retardant les semis et compromettant la récolte suivante. Vous vous accroupissez, testez la fermeté du sol avec votre pied chaussé et réalisez que la terre détrempée est dangereuse, un faux pas et vous vous enfoncez jusqu'aux genoux. Pendant ce temps, vous enlevez les restes de paille humide et les planches glissantes de la grange pour créer un chemin solide. Chaque tracteur de fortune fait de branches et de bradis permet de répartir le poids de vos pieds sur la boue, une technique de drainage primitive qui vous maintient à flot jusqu'à ce que le sol s'assèche un peu. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et un peu de glamour. Blague légère numéro 1, celui qui a dit que printemps était synonyme de fête n'a jamais essayé de marcher dans ces conditions. Mais nettoyer le sol n'est qu'un début. Vous devez protéger le gras stocké. Les granges, encore pleines d'avoine et d'orge, vivent désormais avec une humidité qui attire les champignons. Vous soulevez les planches intérieures, retournez les sacs et placez des planches supplémentaires entre eux et le sol, créant ainsi une plateforme de fortune pour que le gras puisse respirer. Cette méthode, largement documentée dans les manuels agricoles de la fin du XIVe siècle, permettait de prévenir la moisissure et de garantir des semences viables pour la nouvelle saison. Pendant ce temps, vous regardez vos voisins ramasser des racines et des branches sèches pour renforcer les réserves de bois de chauffage restantes. Des crochets de fer de fortune maintiennent les fagots sur le toit de la grange, où le vent et le faible soleil sèchent les douches humides. Le bois revisité n'est pas seulement utilisé pour les poêles portatifs, mais aussi pour construire des plateformes de plantation dans les sols marécageux, une curiosité marginale. Dans la vallée du Rhône, les agriculteurs surélevaient des planches avec des lattes de bois pour planter des légumes de printemps avant que le sol ne s'assèche complètement, obtenant ainsi des récoltes précoces de laitue et de radis. En montant sur les lattes du lit surélevé, vous sentez l'odeur terreuse de la terre fraîchement retournée, l'arôme de la mousse humide et le froid persistant qui persiste encore à vous gratter la gorge. Vous semez à la main en lissant le sol avec le dos de la houe pour assurer le contact entre la graine et le sol. La productivité dépend de chaque grain bien placé, il n'y a pas de tracteur, il y a de la sueur. Et en parlant de productivité, il est temps de repenser votre alimentation. L'hiver laissait des réserves limitées et les céréales étaient consommées sans pitié. Aujourd'hui, pour trouver de la nourriture, il faut aller dans les champs pour cueillir des herbes sauvages, des baies enfouies sous la neige et de l'écorce d'arbres riches en nutriments amers. Cette cueillette de survie était réglementée par les coutumes locales, le droit de couper des branches dans la forêt n'était accordé qu'après la fin officielle de l'hiver, pour éviter le pillage des douches qu'ont le bois de chauffage dans les zones critiques. Vous longez la lisière de la forêt, ramassant des feuilles d'ortie qui, une fois bouillies, se transforment en une purée jaunâtre mais riche en fer et des champignons soi-disant comestibles, d'après des schémas dessinés sur du parchemin par des apothicaires itinérants. La curiosité marginale ici est que, dans certaines régions montagneuses, les cueilleurs utilisaient un panier avant, un tamis-panier en osier attaché au chapeau, qui permettait de rouler les petites baies sauvages directement dans le récipient, permettant à l'air fort de la montagne d'emporter le feuillage indésirable. À votre retour, vous voyez les délimitations des propriétaires déjà tracées sur les terres sèches.
L'hiver a révélé des limites de terre autrefois recouvertes de neige, et des conflits frontaliers ont surgi lorsque des voisins revendiquent de petites parcelles pour les planter. C'est là qu'intervient le débat académique. Certains soutiennent que ces conflits étaient résolus par des assemblées communautaires et des conseils villageois, tandis que d'autres indiquent que, l'autorité ecclésiastique étant affaiblie par la famine, les seigneurs locaux imposaient des décisions unilatérales, provoquant de petites révoltes récurrentes. Vous soupirez, ajustez votre chapeau de paille renforcé de goudron et reprenez votre marche vers la maison sous le soleil terne. La boue colle désormais moins aux chaussures, mais l'effort physique nécessite toujours des bottes trempées et une détermination presque aveugle. Le froid s'est atténué, mais les urgences de reconstruire les clôtures, de réparer les toits endommagés et de récolter les graines pour l'automne prochain restent aussi implacables que l'hiver qui vient de s'écouler. Enfin, alors que la soirée réserve encore des restes de neige fondue, vous et vos voisins vous réunissez pour partager le dernier bol de porridge de l'hiver. Entre gorgées et rires ensommeillés, vous célébrez la fin d'un cycle, mais vous savez que, dans quelques mois, vous serez de retour en première ligne contre le prochain blizzard. C'est le cycle médiéval, chaque printemps est un soupir collectif, une trêve précaire avant la fin du petit âge glaciaire. Vous entrez à l'intérieur, faites le tour de l'enclos pour apporter plus de foin aux animaux affamés et observer la danse fugace des dernières plaques de neige sur la pelouse. Et, même si vous êtes épuisé, vous ressentez une nouvelle chaleur pas seulement grâce aux braserons ou aux couches de laine, mais grâce à la certitude que, pour l'instant, le pire est passé. L'hiver a-t-il gagné? Peut-être que tu as gagné un peu plus. Vous vous réveillez au son lointain de chants résonnant dans les salles de tiers du village. Même si le froid persiste à travers les fentes des fenêtres, sa première action est de revêtir sa tunique la plus épaisse, d'ajuster sa capuche et de suivre le son au cœur au Moyen-Âge. La chaleur de la foi était aussi létale que celle du feu. Les églises et les monastères n'étaient pas seulement des refuges spirituels. C'étaient de véritables chauffages communautaires, où la dévotion générait une chaleur collective lors des nuits froides. Vous arrivez devant la chapelle en bois brut, où des torchers vacillants retiennent l'obscurité extérieure. L'air sent la myrrhe et l'encens de laurier, un mélange qui, dit-on, non seulement plaît au ciel, mais neutralise également les odeurs de paille humide et de fumier. Historiquement, on sait que les monastères cisterciens d'Europe occidentale chauffaient leurs salles capitulaires avec des poêles en fonte importés d'ateliers monastiques allemands dès le XIIe siècle, créant un microclimat près de 15 degrés Celsius au-dessus de la température extérieure. Imaginez, toi, paysan glacial, y trouvant non seulement la foi, mais un dain de chaleur certes modeste procuré par le rituel collectif. Vous poussez la lourde porte en bois, le grincement résonnant comme un avertissement de solennité. À l'intérieur, un groupe de villageois se rassemble sur des bancs rustiques, chaque visage illuminé par la lueur orange des flammes contenues dans des lampes à huile d'olive. Un prêtre vêtu d'une étole effilochée dirige le service, et les voix s'élèvent dans un chant grégorien à son hypnotique qui semble envelopper chaque corps d'une douce chaleur, comme si le rythme sacré lui-même était une source de combustion interne. Curiosité marginale, dans certains monastères anglais, les moines mélangeaient des herbes aromatiques avec de l'encens, croyant que le romarin et le thym non seulement parfumaient l'environnement, mais stimulaient également la circulation sanguine des fidèles. Vous inspirez profondément et sentez votre poitrine se réchauffer. À mesure que le chant s'intensifie, vos épaules se détendent. C'est comme si l'énergie spirituelle était convertie en énergie thermique. Vous contemplez les murs de pierre décorés de fresques décolorées aux scènes de saints réchauffant des feux miraculeux, de miracles décrits comme la torche divine qui réchauffait un bébé dans un berceau froid. Les historiens débattent encore pour savoir si ces récits étaient des métaphores littéraires de la chaleur humaine ou des descriptions d'événements réels impliquant des charbons portables bénis par les moines. Vous souriez intérieurement, imaginant un prêtre distribuant des brasons de sorcellerie sacrée. Au milieu du rituel, le prêtre soulève une amphore d'eau bénite légèrement tiède, résultat du fait qu'elle a été placée à côté de l'autel éclairé par des bougies. Il bénit la congrégation, faisant couler des gouttes qui crépitent sur la peau comme de minuscules flammes froides. Pour vous, chaque goutte est un rappel du rôle pratique de la foi, réchauffer le corps et l'âme. Les villageois ferment les yeux et tendent les mains, absorbant à la fois la bénédiction divine et la chaleur humide qui se répand dans l'air. Après le chant vient l'homélie. Le prêtre parle de la chaleur de l'amour du Christ, qui transmute la glace des péchés. Même si vous avez déjà entendu des sermons plus longs, celui-ci semble étrangement confortable, le langage chaleureux et les gestes amples apportent une légèreté qui se répand dans tout le banc. Vous faites discrètement remarquer à un voisin que le discours ressemble plus à un thermomètre émotionnel qu'à une exhortation théologique, provoquant un sourire entendu. Le rituel progresse ensuite vers la distribution de morceaux de pain béni et d'une gorgée de vin chaud, un souffle rubis qui brûle la gorge. Le mélange d'épices dans le vin à cannelle, coup de girofle et une touche de gingembre est un protocole traditionnel lors des journées froides, connu sous le nom de possé dans certains monastères anglais. Ce bouillon chaud était donné aux personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les enfants,
précisément pour prévenir les rhumes et les pneumonies. On vous tend votre tasse en détail, tandis que vous buvez, vous sentez la chaleur se propager de votre bouche à votre estomac dans un flot de réconfort liquide. Alors que la cérémonie touche à sa fin, la communauté reste silencieuse un instant de plus, profitant de la chaleur collective. Les torchers crépitent, les corps exhalent de la vapeur, et vous réalisez que, sans vous en rendre compte, vous avez un peu transpiré sur le haut de votre tunique. C'est la chaleur de la foi, une chaleur générée par les voix, l'encens et l'unité, mêlée à la sueur et à la vigueur humaine présente dans l'espace sacré. Vous quittez la chapelle avec le corps au chaud et le cœur en paix. Dehors, le vent hurle toujours, mais il ressemble maintenant à un intrus impuissant face à la barrière invisible que vous et le village avez construite de l'intérieur. La foi, apprit-il, n'était pas seulement une croyance abstraite. Était un composant thermochimique de la survie hivernale médiévale. Avant de retourner à votre lit collectif, vous remarquez les fidèles distribuant des seaux d'eau chaude à ceux qui ont besoin de se laver le visage avant de retourner au travail. Ce geste sert de rituel de purification et, en prime, garantit que la chaleur reste dans le corps lorsqu'il retourne à la vie quotidienne, un effet pratique qui a généré des débats parmi les moines sur l'hygiène spirituelle par rapport à l'hygiène corporelle. Vous appréciez la dernière bouffée de chaleur, savourez le parfum des feuilles de laurier et imaginez que si la foi n'a pas sauvé des vies, elle a au moins sauvé les doigts et les narines du gel. Une fois dehors, en traversant la place glaciale, on remarque des voisins réchauffés par la même cérémonie, portant des torchers qui brillent davantage après la bénédiction. Il y a quelque chose de magique dans ce mouvement de vapeur, de vêtements, de pierre et de prière à la combinaison qui fait de la communauté un grand fournisseur de glace. Vous dites adieu au cœur chaleureux et retournez à l'abri, où le feu crépite en harmonie avec la flamme intérieure que vous venez d'allumer. La foi, conclut-il, était la chaleur la plus démocratique, elle ne s'achetait pas au marché, elle ne se mesurait pas en bois de chauffage, mais elle se partageait en chants, en gestes et en gorgées sacramentelles. Vous vous réveillez avant le lever du soleil, non pas au froid, mais aux doux appels d'un serviteur en clair de lune qui frappe à la porte. Il est temps de rejoindre la noblesse dans son rituel matinal de « Comment les nobles ont traité le même problème ». Alors que le paysan ordinaire s'habille de couches de fortune et se rassemble avec sa famille sous une couverture commune, le seigneur féodal et son entourage ont une procédure presque cérémonielle pour affronter le front extrême. Vous vous dirigez vers la cour intérieure du château et trouvez la salle de bain, une pièce entière avec une grande cheminée en fonte qui maintient l'air autour d'elle à environ 20 degrés Celsius, par rapport aux 0 degrés Celsius extérieurs. Un serviteur verse de l'eau chaude d'une grande cuve sur des parchemins de graisse animale pour réchauffer le liquide avant de le remplir dans la baignoire à bois. La chaleur montante fait que les pierres sous vos pieds forment de la vapeur, créant une brume de conte de fées plausible. Tandis que les domestiques aident le noble à retirer son manteau de velours doublé de fourrure d'hermine, on remarque la sophistication pratique, des couches de laine sous le velours, plusieurs tuniques juxtaposées et des gants doublés de fourrure, un cuir fin et souple qui non seulement isole du froid mais facilite aussi la manipulation des ustensiles rendus glissants par l'humidité de la vie quotidienne. On se demande combien un tel ensemble coûterait à un paysan, peut-être l'équivalent d'une année de récolte. Le bas lui-même applique que le monsieur soit agenouillé sur un banc en bois tandis qu'un serviteur verse des seaux d'eau chaude sur son dos, remplissant la baignoire juste assez pour couvrir les genoux. L'eau, enrichie de romarin et de lavande d'herbes apportées de régions lointaines par les marchands, dégage un arôme sophistiqué qui, pour le noble, équivaut à échapper aux grossières soupes de navets du peuple. Pendant qu'il se baigne, les serviteurs en profitent pour nettoyer le miroir en fer poli et ajuster la température du feu sans l'interrompre le flux de chaleur. Après le bain, le rituel continue vers le dressing, où tissu et fourrure vous attendent, rangés par ordre d'épaisseur. Un serviteur porte une tunique en soie recouverte de broderies et de rangées infinies de broderies dorées, tandis qu'un autre porte un pantalon en velours, des pardessus en fourrure de lapin et des bottes en peau de cerf avec des doublures en peau de mouton. Chaque pièce est ajustée par des mains expérimentées qui savent exactement comment prédire l'expansion et la contraction causées par le changement soudain de la température corporelle d'un savoir-faire technique transmis de génération en génération parmi les serviteurs. Vous regardez le noble ajuster le haut col en fourrure de renard qui entoure son cou, ne laissant qu'un petit espace pour l'air frais, robinet, en textile, si vous voulez. La capuche en velours sur le dessus protège non seulement du vent, mais aussi des gémissements des courtisans qui se plaignent de griffures sur leur peau. Le résultat est une silhouette élégante qui, même habillée par temps froid, maintient une posture droite et une aura de puissance. Pendant ce temps, un bol de pêche séché trempé dans du vin assaisonné de clous de girofle est offert au seigneur, qui mange le fruit délicatement, évitant d'éclabousser de liquide chaud sa tunique impeccable. Ce goûter matinal à luxe apporté des jardins de l'Alentejo apporte des sucres raffinés pour relancer le métabolisme, quelque chose que le paysan ne connaît que par hasard, les jours de fête ou de charité ecclésiastique. Le noble se dirige ensuite vers la terrasse intérieure, où des bancs en marbre chauffés par un système rudimentaire de canalisation de fumée offrent un trône thermique. Là, il regarde le brouillard se lever sur le village,
tout en recevant des rapports de messagers couvrant les fonds de récolte et de bois de chauffage. Même dans le froid, l'administration est sa priorité absolue, et il prend des notes sur du parchemin scellé à la cire chaude, la chaleur maintenant fluide. Vous réalisez que, malgré le faste, il y a de la technique et du pragmatisme dans chaque geste, du bas parcelle qui économise les ressources en eau et en bois de chauffage, à l'utilisation d'herbes pour aromatiser l'air et éloigner les miasmes. De l'organisation des vêtements pour optimiser la circulation sanguine au solarium, des bancs chauffants pour éviter les chocs thermiques qui pourraient provoquer des raideurs musculaires. C'est le luxe transformé en science de survie. Au fur et à mesure que la journée avance, le noble et son entourage quittent le château, vêtus de longs manteaux doublés et de capuches ornées de plumes qui empêchent la neige de se déposer. Les chevaux, quant à eux, portent d'épais manteaux de laine qui gardent le corps de l'animal au chaud, permettant au groupe de se déplacer plus rapidement sur les chemins boueux. Vous, debout à côté d'eux en vêtements civils, ressentez le contraste entre la chaleur régulée du château et le froid extérieur. Mais ne soyez pas envieux, si le privilège est puissant, la communion avec la terre et l'aversité du froid confèrent à la vie paysanne une authenticité à l'abri de la rigidité courtoise. Encore ainsi, on admire l'ingéniosité qui transforme le luxe en fonction, démontrant qu'en fin de compte, nobles et paysans partageaient le même ennemi, le froid mortel, et chacun, à sa manière, a imaginé des solutions pour résister aux nuits les plus froides. Vous vous réveillez au son lointain des tambours et de l'écho d'ordres imperceptibles comme s'ils venaient du sous-sol. Ce n'est pas seulement le froid qui s'abat sur vous, mais le siège de l'hiver, l'ennemi n'est pas seulement le gel, mais les lances blanches qui entourent votre maison. Dormir pendant le siège hivernal exige un stoïcisme presque surhumain, car le village, désormais transformé en forteresse de fortune, rivalise avec les forces d'invasion pour le droit d'exister sous la neige. Dès que l'on quitte le lit de paille, on aperçoit le fossé gelé qui était autrefois une protection, aujourd'hui un obstacle traître. Appelons le vice usé grâce en signe de protestation chaque fois que quelqu'un l'abaisse pour entrer ou sortir. À l'intérieur des murs de bois et d'argile, des tours de guet tiennent des torches allumées comme des phares tenaces. Vous rejoignez un groupe de défenseurs armés d'arcs et de gredins, gantés de fourrure, même si vos doigts gelés peuvent à peine tirer la corde. Le froid est impitoyable. Chaque souffle transforme les cristaux en sa barbe et sa moustache, et le vent coupe comme de fines lames. Vous vous demandez combien de nuits il reste avant que les stocks soient épuisés. Historiquement, les sièges d'hiver, comme celui d'Orléans en 1428, ont montré qu'un manque de bois, de chauffage et de nourriture à l'intérieur des murs pouvait faire tomber même la garnison la plus déterminée. Et vous savez que votre résilience collective sera mise à rude épreuve. Bientôt, le couvre-feu arrive, les lumières s'éteignent, les portes sont verrouillées et les veilleurs prennent des positions rigides sur les remparts. Heureusement, le siège n'est pas total, il y a une petite brèche dans la forêt enneigée qui permet des patrouilles nocturnes à la recherche de bois, de chauffage ou de provisions oubliées. Vous vous portez volontaire, vous vous enveloppez de couches de laine et de fourrure, portez un sac en corde et un poignard à lame courbée, idéal pour couper les brindilles gelées. Le silence extérieur est mortel, rompu seulement par le craquement de la neige sous vos bottes. Vous vous déplacez à pas furtifs, mais chaque expiration révèle votre position. À un endroit prédéterminé, vous trouvez un vieux chêne, au tronc tordu, dont les branches résistent encore au poids de la neige. Avec le poignard, il coupe des brindilles et des branches plus petites de la nourriture qui gardera plusieurs familles au chaud lorsqu'il la ramènera. Ceux qui vivent sous un siège savent que chaque souffle compte et que chaque douche vaut plus que des pièces de monnaie. Sur le chemin du retour, vous croisez une patrouille ennemie gardant la brèche. Le cœur s'emballe, silence, corps immobiles, manteau aligné avec le paysage blanc. Il passe sans remarquer ta silhouette. Vous revenez à l'intérieur des nuits, où le bois de chauffage est rationné sur les bûchers communaux. Chaque famille reçoit des fragments calculés pour entretenir un petit brason pendant quelques heures seulement. On débat alors de savoir si un feu central commun ou des poêles individuels est préférable, une décision qui, selon les chroniques du siège de Capri en 1528, pourra diviser le moral de la garnison. Alors que vous empilez le petit bois amassé dans un coin de la cheminée commune, vous remarquez les visages pâles et les épaules voûtées de vos concitoyens. Personne ne parle de défaite. L'espoir est un feu invisible qui brûle dans les yeux. Les enfants, enveloppés dans des manteaux, apprennent le rituel consistant à enfouir leurs mains dans les braises et à la retirer sans crier, un entraînement de résistance qui, en plus d'être courageux, sert de test de courage pour les futurs défenseurs. Mais la nourriture constitue le véritable siège interne. La bouillie fine devient déjà une légende, et l'orge ne reste qu'un drap lâche. Les soupes collectives sont servies en portions minimales. Jusqu'à il y a quelques mois, elles étaient si épaisses qu'elles pouvaient nourrir un homme pendant une journée entière. Désormais, chaque louche chaude est un pardon divin, mais aussi une tension, car celui qui mange un quart de plus le soir laisse moins de calories à ceux qui se lèvent à l'aube pour regarder. Dans la pièce sombre, la vibration des chaînes et le grincement des portes signalent qu'il est temps de passer à une autre veillée.
Vous échangez la couverture contre l'arc et prenez position sur un rebord en bois sous le ciel étoilé, sentant la lame froide toucher votre jugulaire. Chaque ombre proche est une cause d'alarme. Chaque bruit, une attaque surprise potentielle. Le siège ne se limite pas au mur, mais l'envahit chaque pensée et chaque rêve. L'aube apporte un vent soudain qui fait danser la neige en tourbillon. Les torchers vacillent et la luminosité des étoiles semble lointaine. Vous ramassez plus de bois pour entretenir les braises, un rituel de vie et de mort. Tandis qu'il empile des bradis sur le braseau, il est réfléchi, un siège hivernal est un test d'ingéniosité et de solidarité, où chaque étincelle de chaleur, chaque grain d'orge et chaque tentative de vigilance forment le mur invisible qui peut sauver un village. À l'aube, la cloche de la tour résonne, appelant tout le monde à compter les corps et les fournitures. Certains coéquipiers ne reviennent pas de leur quart de travail. La neige garde leur corps caché. C'est une perte qui blesse la poitrine plus profondément que n'importe quel éclair de glace. Pourtant, vous respirez profondément, le printemps, diacre lointain, est encore une promesse. Et tandis que le soleil timide touche la cime des arbres, on comprend, dormir sous un siège hivernal n'est pas un cessez-le-feu contre le froid, mais un combat constant ou une veillée où l'adversaire est fait de glace, de faim et de peur, vaincu seulement par le courage collectif et par chaque faune improvisée qui persiste à brûler dans l'obscurité. Vous vous réveillez avec une pâle lueur qui traverse la fente de la porte qui recouvre les chaumes de paille, l'hiver s'estompe enfin et le printemps pointe son nez. La fin de la saison, le début d'un sommeil paisible, aujourd'hui, le chant des oiseaux remplace la complainte du vent glacial, et la promesse de jour doux s'infiltre dans les fissures de votre cabane. Vous vous asseyez lentement, vos muscles encore tendus par les longues nuits passées à observer, et regardez la lumière diffuse recouvrir les murs d'argile d'un ton jaunâtre, presque chaud. Toujours enveloppé dans votre long manteau, vous tendez la main et touchez le tas de paille qui vous servait de lit. Il est plus sec, moins humide à cause du gel et dégage le doux arôme des céréales. Historiquement, on sait qu'après l'hiver, les agriculteurs avaient pour habitude de remplacer la vieille paille par du foin neuf récolté dans les premières prairies en avril, renforçant ainsi le lit pour améliorer l'isolation et éloigner les parasites qui s'accumulaient dans le vieux matériel. Vous vous levez, secouez le foin restant et étalez la paille sombre de l'automne, préparant l'espace pour un nouveau départ. Vous portez moins de couches, une tunique en laine fine, un gilet matelassé et une couverture en allégé. L'air ne déchire plus la peau. Chaque mouvement apporte un léger frisson de fraîcheur, mais pousse la morsure du froid extrême. À la porte, vous suspendez la chenille de paille bien lavée pour l'aérer, évitant ainsi la moisissure qui s'installe lorsque le temps s'éclaircit. Curiosité marginale, dans certaines régions du nord de l'Angleterre, les paysans laissaient des sacs de paille au clair de lune pendant 3 nuits d'affilée, croyant que la rosée lunaire purifierait le matériau, réduisant la présence d'acariens et de champignons, une méthode empirique de décontamination que certains chercheurs comparent désormais aux procédés modernes de séchage à l'air. Vous vous dirigez vers le braseau commun et constatez que le bois est sec, propre et moins consumé. Les vieilles braises ont été utilisées jusqu'à la dernière étincelle, et maintenant le nouveau bois de chauffage attend un ajustement en quantité, moins de bûches robustes, plus de branches fines, pour maintenir le feu bas pendant la nuit, sans les flammes violentes de l'hiver. C'est l'occasion de dormir avec un braseau plus doux, d'économiser du bois de chauffage et de générer une chaleur constante, une stratégie enregistrée dans les chroniques du Dorset, où la rotation des douches sur des douchers plus petits gardait les maisons au chaud sans épuiser les réserves. Vous étendez la couverture collective autour du bûcher et ajustez le lit de paille à quelques pas, créant ainsi un anneau de chaleur qui entoure le corps sans nécessité de couches absurdes. Le débat académique persiste, certains chercheurs soutiennent que le relâchement des couches et l'utilisation de feux plus doux indiquent une adaptation consciente au climat printanier, tandis que d'autres suggèrent que de tels changements résultent simplement de la pénurie de bois de chauffage après des mois de consommation intensive, forçant des ajustements drastiques en prévision du repos. Vous choisissez de croire qu'il s'agit d'un peu des deux, d'économie et de confort émerge. À l'approche de la nuit, le chant des grillons remplace le hurlement du vent. Vous remarquez les premières herbes vertes qui rompent à travers les fissures du sol en terre battue. Les pousses d'ortie, de sauge et de trèfle promettent des soupes plus riches, des menus qui comprendront bientôt des feuilles tendres à la place des racines séchées. L'air de la nuit est frais mais jamais froid, un liquide de refroidissement naturel qui apaise la fièvre d'un corps fatigué. Vous vous allongez sur le monticule de paille rénové, désormais parfumé au foin séché et à quelques feuilles de menthe suspendues au plafond pour repousser les insectes et procurer un arôme apaisant. Ce répulsif vert est issu des anciennes coutumes gauloises et était incorporé par les paysans comme alternative à l'odeur lourde de l'hiver, alliant praticité et bien-être. Chaque feuille de menthe procure une sensation de fraîcheur et éloigne les moustiques nocturnes qui réapparaissent avec la chaleur. Le son est différent maintenant, des grenouilles coassent dans les marais voisins, des hiboux chantent à voix basse et, au loin,
le champ d'un berger ramenant son troupeau à l'abri. Tout le village semble pousser un soupir de soulagement, comme s'il expirait la tension accumulée au fil des mois. Vous sentez votre corps se détendre, le poids des couches disparaît et le soupir collectif n'est plus une pression, mais une étreinte douce et aérienne. Vous vous souvenez du modèle de sommeil divisé qui prévalait en hiver où le premier sommeil et le deuxième sommeil, et vous souriez en réalisant qu'avec des nuits plus courtes et moins froides, le sommeil sera peut-être fusionné en une seule étape. Les recherches dans les journaux paysans enregistrent ce phénomène. La transition vers un sommeil continu s'est produite avec le passage à des horaires de sommeil unifiés de première heure, permettant 6 à 8 heures de repos ininterrompu d'avril à septembre. Votre corps se sent lourd de fatigue accumulée, prêt pour une nuit entière sans veille. Alors qu'il ferme les yeux, ses dernières pensées flottent vers la récolte à venir, les cultures qui germeront et la vie renouvelée qui fleurit même après l'hiver le plus cruel. La paille vous accueille comme un nid convivial, le brasero dégage une chaleur modérée et l'arôme des herbes persiste dans l'air. Les vêtements légers s'adaptent comme une seconde peau, sans frottement ni poids excessifs. Vous prenez une profonde inspiration, vous abandonnant au sommeil paisible que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Et pendant un bref instant, il oublie le froid mordant, les veillées épuisantes et le siège implacable. Au seuil du rêve, vous comprenez, la fin de la saison apporte le début du sommeil serein. Maintenant, la lune se couche silencieusement sur les champs renaissants, et le chant des coqs est encore assez lointain pour ne pas l'interrompre le repos. Vous êtes plongé dans un sommeil profond, pas le sommeil fragmenté des nuits d'hiver, mais une douce continuité, où chaque respiration se fond dans la suivante sans la surveillance constante du froid. Le monde semble se plier au rythme du printemps, où l'air nocturne ne punit plus, mais berce. Chaque détail de l'abri reflète les leçons apprises, la paille neuve, sèche et parfumée. L'anneau de dresse tendre qui maintient la chaleur contenue. Couche légère qui isole sans comprimer. Les herbes fraîches qui éloignent les insectes et adoucissent l'air. C'est une chorégraphie de survie perfectionnée au fil des générations, de petites ingéniosités qui, ensemble, vous ont permis de traverser l'hiver et d'aborder la saison suivante avec confiance. Vous dormez sous la même terre qui autrefois gelait mais qui maintenant se réchauffe avec la promesse de récolte, de travail renouvelé et de célébration au soleil. Tout le village repose ainsi, uni non par la peur mais par l'espoir, partageant la chaleur renouvelée du corps et de l'esprit. Chaque respiration profonde anticipe des journées de soleil, de rire, d'efforts en plein air sans ombre constante du froid mortel. Et lorsque le soleil du matin envahira enfin votre abri, vous vous réveillerez avec la poitrine libre, l'esprit éveillé et le cœur léger. Parce qu'au Moyen-Âge, bien dormir était un triomphe silencieux, un acte de résistance qui a commencé avec du bois de chauffage, de la paille et de l'ingéniosité, mais qui s'est incarné dans le renouvellement du sommeil simple, continu et vraiment paisible. Bonne nuit. Fin du script. Fais de beaux rêves.